Professeur Didier Raoult, vous étiez vendredi à Bordeaux suite à une plainte déposée par le Conseil de l'Ordre. Cette plainte portait principalement sur l'hydroxychloroquine. Qu'en est-il du traitement du Covid-19 ? Donc globalement, comme j'ai eu l'occasion de le dire, c'est assez intéressant parce que c'est le procès de la réussite dans un pays dans lequel les choses se sont quand même extraordinairement mal passées. C'est-à-dire que la France est un des pays qui a le moins bien géré au monde les 6 premiers mois de l'épidémie de Covid. Il suffit de regarder sur Euromomo, que maintenant tout le monde connaît. Les 3 pays qui ont le moins bien géré cette époque sont la France, l'Angleterre et l'Espagne, devant tous les autres. Du fait que la mise en place de stratégies de test n'a pas été réalisée, à part à Marseille, du fait que la prise en charge des patients n'a pas été réalisée, à part à Marseille, et toutes ces données sont très claires, il suffit de regarder Le Point ou regarder l'article que nous avons fait, nous, en comparant ce qui se passait à Paris et Marseille. Il est clair que maintenant, cet élément, maintenant que les choses sont clarifiées, irrite beaucoup de gens, fait peur à d'autres, parce qu'ils étaient aux affaires quand ceci a été géré, et que ceci devient transparent avec le temps. Concernant l'hydroxychloroquine, j'ai eu l'occasion de raconter toute l'histoire de l'hydroxychloroquine, qui a donné et qui donne des résultats tout à fait remarquables, qu'on a publiés en dépit de très grandes difficultés, de très grands obstacles. Et donc, ce que l'on montre, c'est sur un travail de Mathieu Millon sur 13 127 patients qui ont été traités en hôpital de jour. 24 sont morts, à 0,18%, mais 11 sont morts en ayant reçu la bithérapie, qu'ils acceptaient avec un consentement éclairé, et parce qu'ils n'avaient pas de contre-indication, et là-dessus, 0,1% sont morts, c'est-à-dire 1 pour 1000. C'est les taux les plus bas qui soient rapportés dans toute la littérature. Donc c'est normal qu'on nous attaque, parce que vraiment, on est les meilleurs, comme disait Gainsbourg, you're under arrest because you're the best. Ceux qui étaient sans bithérapie, parce qu'ils ne voulaient pas, ou parce qu'il y avait des contre-indications, ou parce qu'il y avait des médicaments qui allaient mal avec, eux ont eu une mortalité qui est de l'ordre de 0,55, c'est-à-dire 5,5 fois plus, et la différence, bien sûr, est extrêmement significative. Il est quasiment impossible, statistiquement, de montrer avec tous les médicaments qui arrivent sur le marché qu'il y a quelque chose qui est supérieur à une mortalité de 1 pour 1000 sur le traitement précoce. Donc rien ne pourra être plus efficace que ça. Rien. On peut rajouter toutes les molécules, elles pourront coûter 100 fois plus cher. Rien ne sera capable de remplacer ça. Là-dessus, en tout et pour tout, sur maintenant, parce qu'à côté de ces patients, maintenant on a continué à avancer, on est à peu près à 30 000 personnes qui ont reçu ce traitement. Il y a eu un accident lié au traitement qui s'appelle un Andres syndrome, c'est-à-dire une éruption dangereuse, ce qui est une chose qui est connue avec les 2 médicaments, aussi bien l'hydroxychloroquine que l'azithromycine. Il s'agit à chaque fois de bithérapie, je précise, de l'hydroxychloroquine à bonne dose, de plaquenil, tel qu'on donne normalement, 3 comprimés par jour, et l'azithromycine. C'est un traitement qui donne des résultats qui sont spectaculaires. Comment ce médicament, qui est parfaitement connu, qui est atoxique, qui a été distribué sans ordonnance jusqu'en 2019, n'a pas pu recevoir une autorisation, non pas de mise sur le marché, l'AMM, c'est quand un médicament arrive, d'utilisation dans une autre indication que celle qui était prévue avant que cette maladie arrive, est un mystère. Comment on a pu faire croire à un moment que 10% des gens qui recevaient ce médicament qui a été donné à des milliards de personnes pouvaient en mourir, c'est-à-dire qu'il y a eu des centaines de millions de gens qui seraient morts d'arrêt cardiaque avec ce traitement. Comment les gens ont pu croire ça, c'est spectaculaire. Comment les gens on a arrêté les 2 essais thérapeutiques en cours en France à cause de ce papier du Lancet Gate qui est complètement délirant. Comment ce papier a été publié, comment les gens se sont servis de ce papier pour arrêter ce médicament, c'est incroyable. Et ensuite, comment les 2 grands essais qui étaient menés d'une manière très étrange pour l'hydroxychloroquine, l'un avec des doses toxiques, théoriquement avec la dose du programme anglais, si vous prenez une dose pareille, normalement on doit vous faire un lavage d'estomac, tellement c'est toxique. Comment ils sont arrivés à donner 4 fois la dose
que nous donnons, c'est quelque chose qui est un mystère. Pourquoi en France on a donné une dose qui était 2/3 de la dose et après on s'étonne que ça marche pas? Mais il faut regarder les doses quand même. Enfin, il faut demander à des professionnels, de gens qui connaissent les médicaments. Vous pouvez faire n'importe quoi en médecine. Mais si vous regardez sur le Remdesivir, personne n'a pu conclure que le Remdesivir apportait quoi que ce soit. Et la veille du jour où l'OMS dit ça ne sert à rien, l'Europe en achète pour 1 milliard. Et nous, la NSM, c'est-à-dire le bras armé du ministère de la Santé pour les médicaments, dit vous pouvez l'utiliser. Et le DGS envoie, le directeur général de la Santé envoie dans tous les hôpitaux, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Alors que ça marche pas. Il faut donner des perfusions, 7 jours ou 15 jours, qui elles-mêmes ont des complications. Non, mais il y a quelque chose de surréaliste dans le fait d'interdire le médicament qui est un des 3 ou 4 les plus prescrits dans l'histoire de l'humanité, et de recommander un médicament dont on sait qu'il marche pas. Alors maintenant, il est plus cher. C'est pas qu'il est cher maintenant, comme l'Europe en a acheté pour 1 milliard, il est gratuit. Il ne va pas payer 2 fois. Tout ça, c'est un énorme problème, et un jour, il faudra bien que quelqu'un se mêle de ce qui s'est passé à la NSM. Pourquoi on est arrivé à quelque chose que personne ne peut comprendre, ni expliquer simplement? C'est quelque chose qui est invraisemblable. Donc je comprends qu'ils soient irrités. Ils sont irrités contre moi, ils me persécutent. Ils m'écrivent toutes les semaines. Maintenant, on va avoir une inspection des gaz cyanures. Il ne faut pas se tromper. On a pris de mauvaises habitudes, probablement à l'époque de M. Lévy et de Mme Buzyn, qui étaient mari et femme. Et donc l'INSERM disait, ce que dit le ministre, c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais les instituts de recherche ne sont pas les courroies de transmission du gouvernement. La recherche, c'est la recherche. On est autonome, indépendant, ça depuis le Moyen-Âge. Il y a une tentative d'empêcher que la recherche soit autonome sous la Révolution française. C'est pour ça que les universités ont été fermées. Parce que les universités avaient 2 tutelles, ce qui veut dire qu'il y avait au moins une des 2 tutelles qui l'a supporté quand l'autre tutelle cherchait à lui imposer un mode de pensée. Donc c'était sous la tutelle mixte de l'Église et de l'État, de l'Église et du roi. Donc c'était cette double appartenance qui a fait la liberté des universités. Parce que en français on disait un âne qui a 2 mètres n'a pas 2 mètres. Voilà. Et le fait d'avoir 2 autorités de tutelle faisait que vous aviez une liberté en vous réfugiant près de l'un ou près de l'autre en fonction des circonstances, ce qui a créé la liberté. Et donc, bien entendu, cette liberté de temps en temps dérange parce que les décisions politiques voudraient être prises au nom de la science, mais elles ne sont pas prises au nom de la science, jamais, elles sont prises au nom de la politique. Et le scientifique, c'est son devoir d'évaluer, de regarder ce qui se passe. Et il ne peut pas avoir une adhésion aussi simple que dit le politique. C'est pas notre rôle de commenter les lois, mais c'est notre rôle de commenter la science et l'état de la connaissance. Il n'y a pas de vérité définitive, mais il y a l'état de la connaissance. Et donc, sur l'état de la connaissance, ensuite il y a un problème qui, lui, est un problème politique, c'est que les politiques ont horreur de dire, écoutez, on s'est trompé. Alors quand ils se sont trompés parce qu'ils ont pris des décisions trop hâtives, sur des informations insuffisantes parce que leur environnement n'était pas susceptible d'analyser les choses d'une manière réaliste. Personne de scientifique de qualité pouvait croire l'histoire de Lancetgate. Moi, le lundi, j'ai écrit une lettre au Lancet qui était acceptée avant. Comme ensuite, ils ont annulé le papier, la lettre est partie avec le papier parce qu'il n'y avait plus de papier. Personne ne pouvait croire ça. Il n'y a pas un scientifique de qualité qui peut croire un article pareil. Donc que tout le monde se soit jeté là-dessus, quelque chose qui n'est pas raisonnable. Et bien entendu, comme de l'autre côté, cette chloroquine a pris un tour extrêmement étrange, parce que Trump a dit qu'il voulait de la chloroquine, Bolsonaro, et donc c'est devenu un clan, parce que les gens raisonnent souvent de côté binaire, c'est devenu le clan des méchants qui sont pour l'hydroxychloroquine, et les bons qui sont pour le progrès, le Remdesivir, et donc c'est ça qui est devenu la caricature d'une chose qui est simplement, attendez, il faut soigner les malades, il faut le soigner avec des choses qu'on connaît a priori quand on sait qu'elles sont pas toxiques, et puis on verra, il n'y a pas de drame, ça coûte pas cher, c'est des médicaments qui ont été prescrits à des centaines de millions de patients, ça va, c'est pas un drame. De se précipiter sur quelque chose qui n'améliore pas les choses, mais qui est par perfusion, ça, dont on sait qu'il y a au moins 5% de complications sur une perfusion de 15 jours, avec des thromboses, avec des problèmes compliqués, de dire, écoutez, non, c'est ça qui coûte très cher, qu'il faut donner, bien que ça serve à rien, et il faut empêcher de prescrire des médicaments qui sont connus, qui sont atoxiques ou qui ont une toxicité qui est tellement faible qu'elle n'est pas mesurable,
et y compris quand on la donne, parce que le Plaquenil, c'est des choses qu'on donne pendant des années. Les gens qui reçoivent ça pour les maladies inflammatoires, la polyarthrite rhumatoïde, le plus, ils reçoivent ça pendant des années. Donc comment vous pouvez imaginer que de donner ça pendant 10 jours, ça va donner des choses absolument épouvantables, alors qu'il y a des gens qui prennent ça pendant 5 ans, 6 ans de suite, enfin quand même. Donc tout ça n'a pas de sens, c'est des décisions qui n'ont pas de sens. Et bien entendu, quand on dit aux gens que les décisions qu'ils ont prises n'ont pas de sens, ils sont très irrités et donc ils me cherchent des poux, ce qui est naturel parce que j'ai passé une partie de ma vie moi-même à chercher les poux pour les analyser et analyser les maladies qui étaient transmises par les poux. Mais globalement, voilà, c'est là qu'on en est, ça constituera, quoi qu'on veuille et quoi qu'on dise, le point auquel il faudra bien se comparer. Voilà. Et donc, quand on regarde ce domaine, ça nous dit une deuxième chose, c'est-à-dire que traité ou pas traité, traité avec bithérapie ou pas, de toute manière, avant 50 ans, il n'y a pas de mort là-dedans. Dans cette série de 14 000 personnes, il n'y a pas de mort, quand même. Donc, la question de avant 50 ans, qu'est-ce que l'on doit faire comme stratégie préventive, doit être prise avec sérénité, parce que c'est pas là que ça se passe. Et d'ailleurs, un très bon travail, il faut souligner, parce qu'il y a des choses qui vont mal dans ce pays, mais il y a des choses qui vont pas mal, c'est Santé publique donne l'adresse donne des documents qui sont extrêmement intéressants si on accepte de les regarder dans le détail. Et quand on regarde dans le détail, si on regarde la mortalité de la grippe en 2019, par exemple, et qu'on la compare à celle de la Covid, eh bien, on voit que jusqu'à 50 ans, la grippe, la mortalité ou le taux d'hospitalisation de la grippe est d'une nature absolument comparable à celle du Covid. C'est après, chez les plus anciens, chez ceux qui ont plus de 50 ans, surtout plus de 60 ans, que quelque chose se passe. Et d'ailleurs, il y a un autre travail qui vient d'être proposé, qui est en pré-prix, qui montre en France que la moitié des morts du Covid sont des gens qui étaient en EHPAD. D'accord ? Donc on voit bien la cible. C'était les EHPAD. C'est une cible qui a été manquée, en partie la première fois. Actuellement, il y a une amélioration très importante de la mortalité, qui est due en particulier à la baisse très nette de la mortalité chez les gens de plus de 85 ans. Et ça, je pense que, on ne peut pas dire que toutes les mesures soient mauvaises, c'est une mesure gouvernementale qui a été efficace, c'est-à-dire le confinement des gens dans les EHPAD, avec un contrôle des gens qui rentraient dans un milieu confiné, a créé une espèce d'île, et on sait que ceux qui se sont le mieux défendus contre cet épisode épidémique sont les gens qui ont vécu dans des îles, et dans des îles dont les entrées étaient contrôlées. Donc le fait d'avoir des gens, bien sûr la vaccination a peut-être joué un rôle, mais le fait de contrôler que la PCR des gens qui venaient visiter ou le contrôle des visites a entraîné une baisse très importante des cas dans ce domaine-là, qu'on verra, qu'on analysera plus tard, et une baisse de la mortalité chez les plus anciens. Donc c'est les plus anciens qui sont les plus grandes victimes de ça, c'est eux qui devaient être bien sûr les cibles prioritaires de la vaccination. Malheureusement, c'est pas ceux qui répondent non plus le mieux à la vaccination, mais en tout cas maintenant on sait bien ce qui était la cible, on sait bien ce qui s'est passé, et donc c'est ça l'élément qui est le plus marquant actuellement. Justement, sur les vaccins, quels sont les derniers éléments à votre disposition ? Sur les vaccins, d'abord, il y a deux choses. Vous voyez, moi, encore une fois, je pense qu'on peut avoir une idée assez claire des choses lorsque l'on a un peu de recul sur des traitements ou sur des diagnostics ou sur des vaccins. Et donc, il y a des éléments sur lesquels on peut dire, écoutez, non mais ça, on sait bien, ça marche, c'est efficace, il n'y a pas d'effet secondaire, même pas d'effet secondaire rare, parce qu'on a du recul. Et normalement, c'est ce qui se passe pour les vaccins. C'est-à-dire, on prend bien le temps, sauf dans des situations cataclysmiques, comme, je sais pas, s'il y avait Ebola, donc il y a une mortalité considérable, et donc on décide que l'épidémie présente des risques tellement spectaculaires que on prend le risque d'utiliser des vaccins qui sont incomplètement analysés de façon à endiguer une épidémie qui est épouvantable. Là, la situation est un peu différente, c'est que, les patients susceptibles de mourir de cette maladie constituent un groupe qui est maintenant parfaitement identifié, on sait qui c'est,
Par exemple, chez nous, la moyenne d'âge de mortalité, c'est 80 ans. Donc on voit bien qui c'est quand même. Donc elle est parfaitement identifiée. Ça, ou les cofacteurs, les facteurs associés à ça, on sait que c'est surtout les facteurs cardiovasculaires qui représentent l'immense majorité et l'obésité. Donc ces éléments-là, c'est les gens qui ont des problèmes cardiovasculaires, chez les gens qui ont une obésité morbide, cela constitue aussi des cibles prioritaires de toutes les mesures de prévention. Aussi bien, il faut leur apprendre à se protéger eux-mêmes avec les mesures de distanciation, d'éviter les risques, de se passer tous les jours tout le temps les mains à l'alcool, d'éviter de se retrouver dans des salles dans lesquelles il y a des gens dont on ne connaît pas le statut de PCR, parce que la vaccination n'empêche pas d'être PCR positive, pas dans 100% des cas. Donc ça, ces précautions à prendre chez les gens qui sont très fragiles sont très importantes. Il est important de prévenir les gens fragiles de ce danger. C'est le cas maintenant de plus en plus. On voit que chez les femmes enceintes, il y a un risque au cours de la maladie du Covid, et donc il faut qu'elles prennent des précautions de contact et de prévention vis-à-vis de cette maladie, parce que si elles font cette maladie, elles ont une chance de faire une forme plus grave que si elles font pas cette maladie. Donc il y a une différence, et donc il faut faire attention à la prévention qui est un groupe à risque identifié maintenant. Et donc si une femme a un désir de grossesse, moi je crois que c'est mieux qu'elle le fasse avant sa grossesse, d'être sûre qu'elle est vaccinée avant de commencer à mettre en place son désir de grossesse. Pendant qu'elle n'est pas enceinte, le vaccin représente strictement aucune inconnue jusqu'à présent. Voilà. Ensuite, les deux choses qu'on ne connaissait pas sur le vaccin, parce qu'on ne pouvait pas les connaître, on ne connaissait pas la durée d'action du vaccin. On savait pas, on peut pas en tester, en testant un vaccin pendant 6 mois, on peut pas savoir s'il est efficace pendant 2 ans. C'est comme ça. C'est mécanique. C'est pas la peine que tous les gens de fac tchèques se jettent en disant mais on n'a pas le droit de dire ça. Vous avez testé le vaccin pendant 6 mois, vous pouvez pas savoir si au bout de 7 mois ou 8 mois ou 9 mois, il n'a pas commencé à perdre de son efficacité. Deuxièmement, si vous utilisez des vaccins très ciblés, eh bien, la chance que la cible change est plus importante que si vous avez des vaccins qui ont plusieurs cibles ou qui sont moins ciblés. Là, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on s'est ciblé sur une protéine, donc ça crée une pression de sélection quand les gens vont commencer à être beaucoup vaccinés sur cette protéine, et les virus qui auront changé cette protéine, eh bien, vont pouvoir se multiplier en étant indifférents à la vaccination, parce que la cible est relativement étroite. C'est un peu ce qui s'est passé avec les nouveaux variants qu'on a vu apparaître, en particulier le variant indien, et donc on a des virus qui sont partiellement résistants aux vaccinations. Tout ça, c'est parce que les virus ne sont pas des objets. C'est un débat auquel j'ai participé à une époque, savoir si c'était des organismes vivants ou si c'était des objets, qui est une espèce de débat intellectuel qui n'a pas de sens. C'est pas des objets. Ça change, ça bouge, ça s'adapte, ça se développe. Et donc, c'est pas des objets. Et donc, on peut pas les considérer comme des objets, comme le font un certain nombre d'immunologistes en considérant que ça, c'est une constante. C'est pas une constante, ça bouge tout le temps. D'accord, c'est bien ce qu'on sait avec les virus. Il y a des virus qui sont beaucoup plus constants, parce qu'ils sont établis chez l'homme depuis très très longtemps, parce que c'est des virus à ADN et pas des virus à ARN. Mais les virus à ARN sont très instables, et donc ils sont pas constants. Donc il faut tenir compte de cette instabilité. Et cette instabilité est même très très étonnante, parce qu'elle nous montre qu'en réalité, ce virus, de mon point de vue, n'est pas encore complètement adapté à l'homme. Donc la forme vraiment qui risque de devenir endémique, c'est-à-dire permanente dans ses relations avec l'homme, comme peut l'être la grippe, ou comme peuvent l'être les rhinovirus ou les autres coronavirus, ne me paraît pas être établie, parce que ces virus peuvent encore perdre des gènes, c'est-à-dire de l'information pour faire les protéines du virus, et continuer à être virulent. Et ça veut dire qu'il n'a pas atteint une forme stable
et qui donnerait une maladie endémique. Mais on sait que, en réalité, bien sûr, il ne s'agit pas d'un seul virus, mais de multiples variants de ces virus. Et c'est la raison pour laquelle l'histoire du rebond a fait beaucoup de polémiques. C'est qu'en réalité, bien sûr, ce ne sont pas les mêmes virus, et donc il y a des endroits dans lesquels il y a eu une seule épidémie, la première épidémie, puis le contrôle, en particulier les contrôles géographiques, ont permis qu'il n'y ait qu'une épidémie, et puis il y en a une qui en a eu 2, puis d'autres qui en ont eu 3, et puis d'autres qui en ont eu 4. Et ça n'est explicable que parce que il y a des endroits dans lesquels sont apparus des variants nouveaux, qui avaient un nouveau potentiel. Est-ce que ces variants sont apparus juste chez l'homme, auquel la part des animaux, en particulier des élevages, dans l'apparition de ces variants, est une vraie question, donc nous on pense que le plus gros tueur en France est issu des visons, mais en tout cas c'est une chose qui reste à définir. Et donc que peut-on dire désormais concernant l'efficacité et la dangerosité des vaccins actuels? Globalement, encore une fois, on était il suffit de regarder un peu sur Internet, c'est vidu, hein, dès qu'on commençait à dire, vous savez, on ne sait pas trop, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas testées, en particulier les événements rares, donc les effets secondaires fréquents, ceux qu'on a même quand on injecte de l'eau à la place du vaccin, qu'on appelle dans notre jargon des effets nocebo, ceux-là, on arrive vite à faire la différence entre un effet nocebo, si vous voulez, et un effet vaccinal. Et donc, quand on fait des vaccins, même des faux vaccins, et quel que soit le vaccin, eh bien, on peut entraîner des douleurs, des douleurs articulaires, des maux de tête, de la fièvre, des boutons, des démangeaisons. Tout ça fait partie de notre réception à l'agression. Faites-vous piquer. Voilà. Et donc, ça et les effets secondaires banals, c'est-à-dire, dans les effets secondaires de ces vaccins, il y avait des choses qui étaient notables et qui étaient fréquentes, c'était la durée de la fièvre qui pouvait être plus longue, la fatigue qui pouvait être plus longue, mais ça, c'était quantifié et pas considéré comme étant des problèmes majeurs. Mais les phénomènes rares, vous ne pouvez les observer que si vous les observez vous observez les gens pendant suffisamment longtemps. Donc, et si vous avez testé suffisamment de personnes pour pouvoir le voir. Et donc, au fur et à mesure, alors qu'on ne pouvait pas dire, vous savez, moi je disais, faut observer. Moi, je disais, je préfère, d'ailleurs, c'était la politique française au départ, on se concentre sur la population à risque, et on verra après. Donc, au début, c'est plus de 75 ans, c'est bien, c'est logique, légitime. Mais après, on a vu qu'en dérivant, par exemple, chez les gens jeunes, il y avait des thromboses qui étaient dues, alors on a d'abord vu ça avec AstraZeneca, puis après avec Johnson, et puis après, on a vu qu'il y avait des myocardites. Donc, maintenant, l'AstraZeneca, on ne le fait plus chez les moins de 50 ans. Moi, j'étais le premier à dire, attendez, chez les femmes de moins de 40 ans, il ne faut pas le faire, parce qu'il y a des thromboses. D'accord, ce qui pose un problème, parce que c'est vrai. Nous, ici, on en a eu une, voilà. Et donc, ce qui a fait dans le personnel de soins, ce qui a fait que le personnel de soins, c'est pas moi qui l'ai dit, le personnel de soins l'a su, ils se l'ont dit entre eux. Donc après, il y avait une réticence pour les jeunes femmes à aller se vacciner, parce qu'il y en a une qui avait eu une thrombose, quand même. Et donc, l'information circule, même si vous voulez empêcher de circuler, elle circule quand même, hein. Et donc, finalement, ça a été arrêté, AstraZeneca, puis Janssen, ça a été arrêté, et puis maintenant, c'est le Moderna qu'on fait plus chez les jeunes parce qu'il donne des myocardites. Pour l'instant, il reste que le Pfizer, dont on dit qu'une partie, on verra la suite, a été réalisée dans des conditions qui ne sont pas les conditions pour lesquelles que l'on utilise normalement quand on fait le vaccin, parce que tout ça a été fait dans la précipitation. Donc, qu'on fasse de la précipitation pour les gens qui sont à risque, ça peut se comprendre. Pour le reste, il faut être plus prudent. C'est mon avis. Je ne suis pas déçu. Je vois bien que quand même, je ferai d'ailleurs pareil, verbatim de tout ce que j'ai raconté ici, puis tout le monde pourra regarder ce que j'ai raconté, plutôt que d'inventer que j'ai dit ceci ou cela. On verra bien. J'ai toujours dit les points sur lesquels il fallait être prudent. Je n'ai pas changé d'avis. Voilà. Maintenant, ce qui se passe quand on observe les gens qui se présentent ici, c'est que l'épidémie actuellement est plutôt en plateau qu'en train de diminuer, mais ce que l'on voit, c'est que, alors bien sûr, la proportion des gens testés qui sont vaccinés plutôt que non vaccinés va en augmentant, parce qu'il y a de plus en plus de gens vaccinés, donc c'est normal, donc c'est les gens vaccinés, c'est les gens non vaccinés, mais le taux de positivité
chez les gens qui sont vaccinés par rapport aux gens qui ne sont pas vaccinés, actuellement, est équivalent. C'est-à-dire que chez les gens qui se présentent ici, ils ont autant de chances d'avoir une PCR positive s'ils sont vaccinés que s'ils ne sont pas vaccinés. Donc, ça veut dire que je ne sais pas quels sont les éléments qui déterminent ça. C'est bien possible qu'il y ait un biais parmi tous les gens qui viennent se faire tester ici. C'est possible que le variant indien joue un rôle dans le fait qu'il échappe en partie au vaccin. C'est possible que la durée d'efficacité de ces vaccins soit plus courte, et effectivement plutôt de l'ordre de 6 mois que de l'ordre de 1 an, ce qui l'expliquerait, et donc ce qui va amener à avoir une réflexion sur est-ce qu'il faut faire une 3e injection chez les gens qui sont en risque. Pas tout le monde, chez les gens en risque. Mais globalement, ce qu'on voit en France et ce qu'on voit ailleurs, c'est que l'épidémie n'a pas été contrôlée, pour de multiples raisons, peut-être à cause des variants, peut-être parce que c'est pas stabilisé, peut-être parce qu'il y a des foyers zoonotiques, et donc ce qui compte, c'est de protéger. En revanche, il y a des pays dans lesquels il y a une baisse importante de la mortalité, en dépit de la présence de cas nombreux, et comme la mortalité, bien entendu, ça concerne toujours le même groupe, je crois que c'est très important de surveiller ces groupes à risque et de les vacciner. Quant au reste, eh bien, il faut faire comme on fait d'habitude, c'est-à-dire quand on est face à quelque chose de nouveau, il faut regarder, mettre un pas après l'autre et essayer d'évaluer les choses au fur et à mesure que les choses se passent. Voilà. Donc c'est ce que je crois, ce que je continue à penser. Après, je comprends que le fait d'avoir une attitude vraiment purement scientifique dans un monde dans lequel on prend des décisions politiques dans tous les sens et dans lequel on voudrait que tout le monde soit d'accord à tous les instants, surprennent les gens. Mais c'est la science. La science, c'est pas un outil politique. C'est les politiques qui devraient écouter ce que disent les scientifiques. C'est aux scientifiques d'écouter ce que disent les politiques. Après, moi, les lois, je conteste jamais les lois parce que je vis dans un tas de droits, je pense. Mais ensuite, les opinions scientifiques, bien entendu, elles sont de la responsabilité des scientifiques. Merci beaucoup.